destination de rêve, croisière d'exception, aventure polaire. Bienvenue dans Au-delà de l'horizon, le podcast qui vous emmène là où le voyage commence vraiment. Une production Aéria Voyage. Imaginez la scène. On détient les clés de la ville la plus joyeuse, mettons la plus vibrante, puis peut-être la plus irrévérencieuse de toute l'Europe. Ah, Dublin, absolument. Exactement. Fait que, logiquement, on s'attendrait à ce que la porte d'entrée de cette ville-là, ça soit un festival éclatant ou un vieux pub légendaire rempli de musique traditionnelle, tu sais. C'est ce que tout le monde pense, oui. Le document qu'on épluche aujourd'hui nous dit exactement le contraire. Pour déverrouiller l'âme de cette ville, il faut apparemment commencer notre exploration, en entrant dans la cour super humide, grise puis glaciale d'une prison du 19e siècle. C'est fou, hein? C'est une image de départ qui frappe vraiment fort. Puis c'est en plein ce qui rend notre source du jour si captivante. Tellement. On s'immerge aujourd'hui dans un document rédigé par Yvan Junior Blanchette pour Aéria Voyage. Ça s'intitule « Le guide de voyage ultime de Dublin ». Puis au lieu de nous offrir une simple énumération un peu plate de bâtiments à voir ou de restos, l'auteur a vraiment choisi de dresser le profil psychologique de la capitale irlandaise. OK, décortiquons tout ça, parce que sérieux, c'est tellement rare de tomber sur un texte qui refuse de jouer la game du tourisme de surface. Mais c'est rafraîchissant. L'objectif de notre analyse d'aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire l'essence de Dublin, de comprendre la mécanique de la ville à travers les 5 grands piliers identifiés dans ce fameux guide. On veut s'éloigner des parcours pré-marchés pour vraiment saisir l'âme irlandaise. Exact. Et ça commence avec cette fameuse prison, Kilmainham Gaol. Honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai figé un peu. Je te comprends, c'est intense comme première étape. C'est ça. Je me disais, c'est quand même super lourd, presque oppressant pour commencer des vacances. Pourquoi un site d'incarcération est positionné comme le cœur émotionnel de l'Irlande moderne? Ce qui est fascinant ici, c'est que c'est précisément ce poids historique-là, ce traumatisme-là, qui donne absolument tout son sens à la légèreté irlandaise qu'on observe aujourd'hui. On peut juste pas comprendre la lumière sans passer par l'ombre, tu sais. Ouais, je vois le genre. Le guide nous envoie pas là-bas juste pour regarder des vieilles cellules rouillées. Il nous y envoie parce que c'est dans la cour de cette prison-là qu'a eu lieu la bascule psychologique de toute une nation suite au soulèvement de Pâques en 1916. Puis c'est là que l'explication de l'auteur devient cruciale. Parce que ce soulèvement-là, sur le moment, c'est un échec militaire cuisant, là. Totalement. Un désastre. Les rebelles irlandais, ils ont pris quelques bâtiments dans Dublin, l'armée britannique est intervenue super massivement, ils ont bombardé le centre-ville, puis la rébellion a été écrasée en quelques jours à peine. En fait, la population locale de Dublin était furieuse contre les rebelles au début. Ah oui, ils les détestaient? Les gens voyaient ça comme une nuisance qui avait juste détruit leur ville pour rien. C'est un détail historique fondamental, ça. Les rebelles n'étaient vraiment pas des héros populaires au moment de leur édition, mais c'est la réaction des autorités britanniques qui a tout changé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de si pire? C'est ce mécanisme-là que la visite de Kilmainham t'explique brillamment. Au lieu d'emprisonner les leaders de façon classique, les Britanniques ont décidé de les exécuter par peloton d'exécution dans la cour de la prison. Puis le pire, ils n'ont pas fait ça d'une seule traite. Attends, ils ont étiré ça? Exactement. Ils ont étiré ça sur plusieurs jours. 14 leaders ont été fusillés un par un, jour après jour. Oh wow! Ça a dû créer un effet psychologique complètement dévastateur sur le monde. Les journaux qui annoncent une nouvelle exécution chaque matin. Dévastateur, c'est le mot juste. C'est une erreur de calcul stratégique monumentale de la part de l'Empire. En étirant ces exécutions-là, ils ont pris des rebelles impopulaires puis les ont transformés en véritables martyrs. Fait que la perception a changé du tout au tout. Absolument, l'opinion publique a complètement basculé en l'espace d'une grosse semaine. Le guide insiste beaucoup là-dessus. Cette cour de prison, c'est le creuset où l'échec militaire s'est métamorphosé en mythologie fondatrice de l'État irlandais moderne. C'est capoté de voir à quel point ça tient à un fil. Sans comprendre la mécanique de ce sacrifice-là, tout le reste de l'histoire irlandaise perd sa résonance. Comprendre le prix que cette liberté a coûté, ça donne une toute autre dimension à la joie de vivre qu'on ressent en marchant dans les rues par la suite. C'est littéralement le ciment de la nation. Par contre, l'auteur lance un avertissement d'une clarté absolue concernant Kilmainham, puis ça, pour tous ceux qui écoutent, c'est capital pour la logistique.
Oui, le côté pratique, c'est super important. On peut pas juste se pointer à la porte en espérant acheter un billet. Les visites sont obligatoirement guidées, puis le guide martèle que ça affiche complet des jours, voire des semaines à l'avance, surtout l'été. C'est pas une suggestion, c'est une règle stricte. Exact. Arriver sans réservation, c'est la garantie absolue de rester sur le trottoir, sans aucune exception. Fait qu'il faut planifier. Puis c'est un point de friction majeur pour beaucoup de voyageurs spontanés, c'est clair. Mais ça démontre juste à quel point ce lieu-là est vital. Pas seulement pour les touristes, tu sais, mais pour les Irlandais eux-mêmes qui s'y rendent en espèce de pèlerinage historique. Donc, mettons qu'on a absorbé cette lourdeur-là, qu'on a bien compris cette résilience forgée dans la pierre de Kilmainham. Comment est-ce que cette énergie s'exprime dans le quotidien des gens? L'auteur tisse un lien ultra direct avec l'institution sociale suprême de l'Irlande, soit le pub. Ah, enfin on y arrive. Mais là, le guide donne ce qui est probablement son conseil le plus tranchant de tout le document. Le premier réflexe naturel, tu sais, quand on débarque à Dublin, c'est de foncer directement vers le quartier de Temple Bar. Bien sûr, avec les rues pavées. Les belles façades rouges, la musique traditionnelle qui sort par les fenêtres, la bière qui coule à flot. Et pourtant, notre source nous dit super clairement, le vrai pub irlandais, il n'est pas là pantoute. Ça soulève une question super importante sur la manière dont le tourisme de masse modifie chimiquement la culture d'une place. Temple Bar, c'est devenu ce qu'on pourrait appeler un espace purement performatif. Qu'est-ce que tu veux dire par performatif? C'est comme une boucle de rétroaction où les établissements finissent par jouer une espèce de caricature de leur propre culture juste pour satisfaire les attentes hyper stéréotypées des foules. Ouais, Temple Bar, c'est un peu comme le parc d'attractions thématiques de l'Irlande, dans le fond. C'est visuel, c'est super bruyant. Tu vas entendre la Tommy Galway Girls jouer en boucle parce que, tu sais, c'est ce que la foule veut entendre. Exact. C'est le décor parfait pour une photo. Mais le guide dit qu'un mardi soir au pub Cobblestone dans le quartier de Smithfield, c'est le documentaire en version originale. C'est là que ça devient vraiment tripant. Cette analogie-là est juste parfaite. La distinction fondamentale que l'auteur essaie vraiment de faire passer, c'est que le pub traditionnel n'a pas été conçu à la base comme une machine à vendre l'alcool à la chaîne aux touristes. Non, c'est beaucoup plus que ça. Historiquement puis socialement, c'est le salon prolongé de la communauté. C'est un espace de nivellement social, tu sais. Un nivellement social? Ouais, c'est-à-dire que l'avocat en complet puis le travailleur de la construction en botte à capillemont vont discuter des nouvelles locales exactement au même comptoir, d'égal à égal. Et pour vivre cette dynamique-là, le guide nous éloigne complètement des zones hyper commerciales. Il pointe vers des vraies institutions, mettons le Mulligan sur Pulbeck Street, le Stag's Head sur Damcourt, le Cahos. Et le Cobblestone, oui, que l'auteur identifie comme le sanctuaire absolu de la vraie musique traditionnelle en ville. Puis un autre grand secret qui est partagé ici, ça concerne la temporalité. Ah oui, ça m'a surpris. On s'imagine tout le temps que pour vivre la grosse expérience du pub, faut y aller un samedi soir à minuit pour que ça bouge. Et l'auteur détruit ce mythe-là complètement. L'authenticité culmine le mardi ou le mercredi soir. C'est fou. Pareil. Puis le mécanisme derrière ça, il est super logique. Le week-end, le centre-ville appartient aux fêtards, aux enterrements de vie de garçons, au tourisme de masse. Mais en plein milieu de semaine, ce sont les vrais habitués qui reprennent possession de leur espace. Fait que c'est à ce moment précis-là qu'on peut observer puis même participer au fameux crack, tu sais. Le crack, oui. Ce concept presque impossible à traduire. C'est comme l'étincelle de la bonne conversation, l'humour, le sens de la répartie, l'ambiance générale. C'est une synergie humaine super organique. S'installer au Mulligans en mercredi soir, comprendre la petite chorégraphie subtile de qui paye la prochaine tournée, écouter une vraie conversation sans artifice, c'est comme ça qu'on s'intègre directement dans le tissu social de Dublin. C'est fascinant, puis ça me mène direct à une autre réflexion. Si le pub, c'est le salon de la communauté, faut bien parler de l'entreprise qui a littéralement fourni le carburant de ce salon-là. Ah, on parle de la fameuse bière sombre. Oui, mais aussi des fondations de la communauté. Le guide présente le Guinness Storehouse comme une activité complètement incontournable. Puis là, je dois t'avouer, en lisant ça, j'étais super sceptique. Ah oui? Pourquoi? Puis d'habitude, les visites de brasserie, c'est, mettons, mortellement en plate. On te montre des grosses cuves en acier, on t'explique le processus d'ébullition du houblon avec des petits panneaux arides. Bref, surtout pour quelqu'un qui boit pas d'alcool, ça a l'air d'une perte de temps totale. Pourquoi ce vieux bâtiment industriel domine les recommandations à ce point-là? C'est une super bonne question. La clé pour comprendre le Guinness Storehouse, c'est qu'il faut vraiment arrêter de le voir comme une simple usine à bière. L'auteur nous fait comprendre que c'est une plongée totale dans l'histoire
urbaine, économique et sociale de l'Irlande. OK, donc c'est plus grand que juste la boisson. Vraiment plus grand. Tu sais, Arthur Guinness n'a pas juste brassé de la bière. En 1759, le gars a signé un bail de 9000 ans pour son terrain dans le quartier des Liberties. 9000 ans? C'est de l'engagement à long terme, ça? Mais ça. Puis, à partir de ce moment-là, l'entreprise a littéralement structuré le développement de tout Dublin. C'est l'échelle de cet impact-là qui est vertigineuse quand on y pense. L'entreprise a pratiquement créé un genre d'État-providence pour ses employés, des décennies avant même que le gouvernement n'y pense sérieusement. C'est exactement l'angle que le guide met en valeur. Ils construisaient des logements décents pour la classe ouvrière, ils offraient des soins médicaux, des pensions de retraite, tout ça. L'empreinte de la famille Guinness sur l'architecture, la philanthropie, puis même la restauration de grands monuments, genre la cathédrale Saint-Patrick, c'est gigantesque. Fait que quand on entre dans le Storehouse, qui est aménagé dans l'ancienne usine de fermentation avec sa grosse architecture spectaculaire, tu sais, le style école de Chicago, ben on visite pas une usine. On visite l'histoire. Exactement. On parcourt 7 étages d'histoire sociale irlandaise, d'évolution du design publicitaire aussi, puis d'impact industriel. C'est pour ça que l'auteur insiste lourdement sur le fait que même les visiteurs abstinents vont sortir de là fascinés. Puis il faut dire qu'il y a aussi une récompense très physique à cette ascension-là de cet étage, c'est le fameux Gravity Bar. Ah oui, la cerise sur le Sunday. C'est un immense tambour en verre perché complètement au sommet du bâtiment. Que tu aies une pinte de stout à la main ou juste un soda, tu te retrouves avec une vue panoramique incroyable à 360 degrés sur la ville. C'est la meilleure vue en ville, il n'y a aucun doute. T'es, dans le fond, en grande partie façonné par l'entreprise sous tes pieds. C'est l'attraction la plus visitée de Dublin, puis selon le guide, c'est amplement mérité. Mais là encore, la logistique s'impose. La réservation d'avance, c'est pas une petite option sympathique, c'est une nécessité absolue face à l'affluence énorme. Bon, fait qu'on a l'ancrage émotionnel avec Kilmainham, on a les espaces de sociabilité avec les vrais pubs de quartier, on a l'histoire industrielle avec le géant Guinness. Maintenant, il y a une variable majeure que tout le monde doit affronter en préparant un voyage, c'est le calendrier. Le fameux « quand y aller ». Ouais, quand est-ce qu'on assemble toutes ces pièces-là pour que la magie opère au maximum? Surtout qu'on connaît la réputation, disons, capricieuse du climat irlandais. Le guide aborde la question de la météo avec la bonne dose de philosophie irlandaise. C'est-à-dire que oui, il va pleuvoir. Faut juste l'accepter. Faut l'accepter. La solution, c'est simplement d'adopter la bonne vieille technique des multicouches puis de pas s'en faire, parce que le vent chasse les nouilles aussi vite qu'il les amène là-bas. C'est vrai. Mais pour répondre vraiment à la question du moment idéal, l'auteur pointe massivement vers le printemps, plus précisément de mars à mai. OK, pourquoi le printemps? C'est le moment où la lumière change, où les journées rallongent tranquillement, mais surtout, c'est le moment précis où se produit un événement gravitationnel majeur dans le pays. La fameuse Saint-Patrick. Le fameux 17 mars. Puis c'est là que le guide prend une position, je trouve, super intéressante. Ah oui, très à contre-courant. Spontanément, on pourrait penser que la Saint-Patrick à Dublin, c'est le cliché ultime. Le genre d'événement complètement surpeuplé, hyper commercial, que le voyageur aguerri ou un peu puriste va essayer de fuir à tout prix pour éviter le gros chaos, tu sais. C'est le réflexe de beaucoup de gens. Mais l'article soutient dur comme fer que fuir Dublin à ce moment-là, c'est une grave erreur de jugement. Sérieux? Ben oui. Si on connecte ça à la vue d'ensemble de l'identité irlandaise qu'on bâtit depuis tout à l'heure, contourner la Saint-Patrick par snobisme, c'est se priver du moment exact où la ville est la plus alignée avec elle-même. Ah, c'est beau, dit de même. Ce que l'auteur explique, en fait, c'est que cet événement-là, c'est pas juste un petit défilé de quelques heures le 17. C'est une transformation culturelle complète de la ville pendant une semaine entière. C'est le Crake dont on parlait tantôt, mais déployé à l'échelle de la nation au grand complet. Exactement. C'est un bouillonnement culturel exceptionnel. Il y a des sessions de musique traditionnelle qui débordent littéralement des pubs jusque sur les trottoirs. T'as des expositions, des pièces de théâtre spéciales. L'énergie du printemps se mélange à une immense célébration collective de l'identité nationale. Fait que c'est vraiment le temps fort de l'année? L'auteur en fait d'ailleurs un argument de vente massif. Pour quiconque a des dates de voyage le moindrement flexibles en mars, s'arranger pour être à Dublin autour du 17, c'est s'assurer de vivre le moment le plus atmosphérique puis électrisant de tout le calendrier. La ville entière devient une scène ouverte. C'est super convaincant, honnêtement. Puis, une fois qu'on a fait le plein de cette densité culturelle phénoménale-là, qu'on a marché sur les traces des rebelles, discuté avec des locaux dans les pubs, puis célébré l'arrivée du printemps, le guide nous amène vers sa grande conclusion stratégique. Le fameux « et après ». Voilà.
Dublin, aussi riche soit-elle, ça ne devrait pas être considéré comme une fin en soi. C'est plutôt un prologue. Le document positionne la capitale comme le camp de base idéal, l'ancre parfaite pour se lancer à la conquête du reste de l'île d'Irlande. C'est tellement vrai. Puis c'est l'un des plus grands avantages géographiques de l'Irlande. C'est pas un territoire qui est gigantesque, ce qui signifie que les contrastes psychologiques puis visuels sont d'une accessibilité vraiment remarquable. Tu peux tout voir assez vite. Le guide insiste beaucoup sur cette bascule-là. On passe de l'hyper-densité intellectuelle, historique puis urbaine des rues géorgiennes de Dublin à des paysages naturels d'une brutalité et d'une beauté juste saisissante. Puis ça, en quelques heures à peine sur la route. C'est frappant quand on regarde les temps de trajet suggérés par l'auteur. Tu loues un char en sortant de Dublin, puis en seulement 2h30 de route vers l'ouest, t'arrives à Galway. C'est rien, 2h30. C'est rien, pantoute. Puis Galway, c'est la porte d'entrée vers les paysages presque lunaires du Connemara, ou les fameuses îles Aran, puis c'est pareil vers le sud. 2h30 de route, puis t'es rendu à Cork, prêt à aller attaquer les péninsules sauvages du Kerry. L'île entière s'offre à nous à partir de ce petit centre nerveux. C'est génial. Puis l'auteur détaille même des excursions spectaculaires qu'on peut faire en une journée. Genre un aller-retour. Oui, il est tout à fait réaliste de partir de Dublin le matin pour aller se tenir au bord des majestueuses falaises de Moher, à plus de 214 mètres au-dessus du gros fracas de l'océan Atlantique, puis de revenir souper à Dublin le soir même. Wow. Ou bien de monter complètement vers le nord, vers Belfast, de s'imprégner de la grosse histoire des chantiers navals du Titanic, de marcher sur les espèces de colonnes basaltiques de la chaussée des géants, puis de rentrer le soir même se coucher. Ce contraste-là entre l'élégance urbaine de l'Est puis l'énergie vraiment sauvage de l'Ouest ou du Nord, c'est essentiel pour comprendre l'âme irlandaise dans sa totalité, on dirait. Complètement. D'ailleurs, l'appel à l'action finale de l'expert d'Aria Voyage, c'est vraiment d'utiliser cette capitale-là comme point de départ pour un circuit routier complet, mettons de 7 à 10 jours. Il met vraiment de l'avant l'itinéraire mythique de la Wild Atlantic Way. Ah oui, la Wild Atlantic Way. On commence par s'imprégner de la psychologie de la ville, de son histoire super lourde mais importante, puis après on prend le volant pour aller se frotter aux éléments bruts de la côte atlantique. Ça justifie complètement la location d'une voiture, puis ça transforme une simple petite visite de ville en une véritable expédition marquante. C'est vraiment la trajectoire la plus complète qu'on puisse imaginer. Construire son itinéraire de cette manière-là, ça permet d'embrasser toute la dualité du pays. On absorbe d'abord le pourquoi de la culture irlandaise dans la capitale, avec l'histoire, l'industrie, le social, puis ensuite on va expérimenter le où, majestueux dans les grands espaces. C'est un fil conducteur d'une logique implacable. Ce qu'on vient de tracer ensemble, guidé par cette analyse approfondie-là, ça prouve à quel point une destination se découvre par couches successives. On commence dans les ténèbres fondatrices de la cour de Kilmainham, là où la fameuse indépendance s'est payée au prix fort. Ensuite, on remonte vers la chaleur humaine d'un vrai pub de quartier, super loin des foules artificielles de Temple Bar. Une belle progression, ouais. On prend de la hauteur au sommet du Guinness Storehouse pour comprendre comment une industrie a carrément sculpté la ville. On se laisse porter par la grosse effervescence printanière de la semaine de la Saint-Patrick, puis finalement, on s'élance sur les routes sauvages de la Wild Atlantic Way. C'est un voyage en soi, juste d'en parler, mais au-delà de toute cette super organisation-là, il y a une dernière réflexion dans le guide qui mérite vraiment qu'on s'y attarde un peu. Oui, puis c'est un détail magnifique, je trouve, presque caché à la toute fin du texte de l'auteur, après nous avoir expliqué de long en large qu'il faut absolument tout réserver des mois à l'avance pour Kilmainham ou pour Guinness. Après nous avoir incité à micro-gérer notre logistique au quart de tour, l'auteur lâche cette affirmation-là qui est complètement contre-intuitive. Ah, je sais de laquelle tu parles. Il écrit à un prépositaire, les meilleures conversations puis le sens le plus profond de la ville proviennent souvent d'un après-midi qui devait être tout autre chose. C'est fort, ça. Dans notre époque, où on ressent cette pression constante de tout optimiser, de remplir chaque petite heure d'un itinéraire pour rentabiliser le voyage au maximum, cette phrase-là agit comme un vrai électrochoc. C'est un rappel que la culture irlandaise est fondamentalement bâtie sur le hasard des rencontres puis la fluidité sociale. Ça remet toute notre approche en perspective, sérieux. Dans un environnement où la culture se transmet par des conversations super imprévues autour d'une pinte de stout un mercredi soir ordinaire, la compétence la plus précieuse à développer en voyage, c'est peut-être pas la capacité à produire des gros tableaux de bord ou des itinéraires parfaits. Vraiment pas. L'habileté ultime à maîtriser, c'est probablement l'art super délicat de se laisser dériver
juste sans aucune attente et sans aucun agenda précis. Et c'est peut-être ça le vrai secret de l'Irlande? C'est là-dessus qu'on clôture cette grande exploration du guide d'aujourd'hui. Pour ceux qui écoutent, il ne reste plus qu'à aller maîtriser l'art de s'égarer. Vous venez d'écouter Au-delà de l'horizon, une production Aéria Voyage. Pour en savoir plus sur les destinations et les compagnies présentées dans cet épisode, visitez notre site web au www.aeriavoyage.com, voir tous les détails dans la description. N'oubliez pas de liker et de partager le podcast avec votre famille et vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour être certain de ne rien manquer. À très bientôt.